Bonjour, je suis le docteur Delphine Prince, médecin allergologue, membre du CIFAL. Depuis plus de 40 ans, nous les allergologues faisons le constat d'une augmentation des pathologies allergiques et plus grave encore, d'une augmentation de la gravité des symptômes, dans certains cas mortels. Il faut savoir que l'on dénote, selon les données de l'assurance maladie, plus de 1000 décès par an d'asthme en France. Non seulement l'asthme, mais les allergies alimentaires, quant à elles, atteignent un nombre de plus en plus grand de personnes, y compris dès le plus jeune âge jusqu'aux âges avancés, et elles sont source de létalité avec des réactions sévères, et l'on compte de plus en plus de patients polyallergiques, y compris dans ces manifestations qui peuvent sembler les plus bénignes. L'allergie impacte grandement le quotidien de nos patients. Elle est devenue un réel problème de santé publique. On estime actuellement que 30% de la population générale a déjà souffert d'une allergie et les statistiques de l'OMS prévoient 50% de la population mondiale allergique d'ici 2050. Nous avons donc décidé pour cela d'organiser cette table ronde afin de comprendre le pourquoi de cette explosion des allergies et comment surtout nous pouvons y remédier. Maître Corinne Lepage nous accueille dans ses locaux et je la remercie pour cela. Nos trois intervenants, Maître Corinne Lepage, le docteur Fabien Schinazi, le docteur Joël Spirou, sont tous trois membres du réseau TRISE. Pourriez-vous nous dire deux mots sur ce que c'est que la médecine environnementale pour expliquer à notre public? Alors la médecine environnementale, c'est une médecine qui aurait dû toujours exister. C'est-à-dire que l'homme est au carrefour de tout ce qui l'entoure et tout ce qui l'entoure peut avoir des effets bénéfiques et négatifs. Or, on a laissé ça de côté depuis longtemps, depuis Pasteur, l'hygiène pasteurienne qui a été fabuleuse, qui nous a permis d'augmenter la longévité, mais qui nous a fait avoir comme leitmotiv, c'est un effet binaire entre un agent causal et une pathologie. C'est-à-dire c'est vrai, avec une bactérie, un virus, il y a un virus, une pathologie bien déterminée. Or, avec l'environnement, eh bien c'est tous les facteurs environnementaux qui vont permettre l'émergence ou pas d'une pathologie. Et cette notion de complexité, nous ne l'avons jamais mise en œuvre et c'est le rôle de la médecine environnementale de faire comprendre que l'homme est au milieu de son environnement et qui reçoit les effets négatifs et positifs qui peuvent éventuellement faire apparaître des pathologies. En fait, c'est grosso modo ce qui sort maintenant, le concept One Health. Justement, concernant les liens entre pathologie allergique et environnement, on sait que les crises d'asthme sont concomitantes des pics de pollution avec une augmentation des admissions aux urgences. Pourriez-vous m'en dire plus? Quels sont les polluants atmosphériques qui peuvent favoriser la pathologie respiratoire, en particulier asthmatique et allergique? Vous avez dit tout à l'heure que le nombre d'allergies que vous voyez dans vos cabinets médicaux a fortement augmenté, on pourrait même dire une explosion, notamment des allergies respiratoires. Vous avez évoqué aussi les allergies alimentaires. Au niveau des allergies, au niveau des allergies respiratoires, il faut dire que notre environnement a fondamentalement changé. En matière d'environnement extérieur, avec la pollution atmosphérique que vous venez d'évoquer, qui a cette concomitance entre la modification de notre environnement extérieur et les problèmes de pollen, et en particulier aussi la dégradation des grains de pollen par les polluants atmosphériques, mais également notre environnement intérieur. Et nos maisons aussi ont beaucoup évolué, et il n'y a qu'à voir aujourd'hui le nombre de personnes qui sont en précarité énergétique, de maisons qui sont fortement humides, avec des développements d'allergènes comme les acariens, comme les moisissures. Même si les niveaux de polluants ont baissé régulièrement depuis un certain nombre d'années, on peut considérer aujourd'hui qu'ils sont largement au-dessus des valeurs, et en particulier les dernières valeurs, celles de 2021, de l'Organisation mondiale de la santé en termes de seuil sanitaire. Donc ces modifications environnementales font que ça aboutit à cette explosion de patients que vous voyez beaucoup plus souvent et avec des pathologies beaucoup plus graves.
Madame Lepage, pourriez-vous nous en dire plus sur la législation sur l'air? Les polluants sont-ils réglementés et la loi est-elle appliquée? La loi sur l'air française a été votée à ma demande en 1996, la loi du 31 décembre 1996. En fait, je m'étais largement inspirée de la première directive qualité de l'air de l'Union européenne qui a été votée à peu près à la même époque et dont la loi française était une des premières applications. Bon, c'est une loi dont je dis souvent qu'elle n'a en réalité pas été appliquée parce que elle était assez complète, même si évoquait un volet très important à mes yeux, qui est le volet des sanctions pénales. Mais hormis ce point non négligeable, il y avait 3 volets: la surveillance qui est faite dans de bonnes conditions. C'est la partie de la loi qui a été effectivement appliquée. Ensuite, un volet de planification avec les plans de protection de l'atmosphère, les plans régionaux de la qualité de l'air et les plans de déplacement urbain. Ça faisait un tout. La région part d'un état zéro, fixe des objectifs à atteindre et y revient tous les 5 ans. Pour atteindre ces objectifs, 2 outils de planification: les PPA, les plans de protection de l'atmosphère qui vont dans les grandes villes ou les zones très polluées, et les plans de déplacement urbain qui s'intéressent spécifiquement aux questions de mobilité. Et puis, un 3e volet dans la loi qui était une série de dispositions techniques dont certaines, c'est une des particularités de la France qui vote beaucoup de lois, ont été revotées 3 ou 4 fois tranquillement, comme si elles n'existaient pas, sur toute une série de dispositifs, que ce soit l'encouragement des véhicules propres, que ce soit le bois dans la construction, enfin toute une série de mesures, et puis également des orientations fiscales, disons, notamment pour défavoriser le diesel qui était outrageusement favorisé avec toutes les conséquences sanitaires qu'on connaît. Bon, cette loi a été largement inappliquée parce que les décrets d'application ne sont pas sortis, que l'emboîtement, le genre puzzle, n'a pas été efficace. La législation européenne s'est considérablement renforcée avec effectivement des normes assez précises pour toute une série de polluants dont le docteur Schinazi vient de vous parler, dioxyde d'azote, les particules fines, avec tout un débat autour de la taille des particules, puisque au départ, on avait réglementé que les particules 10, maintenant c'est 2,5, il faudrait que ce soit 1 en réalité, parce que c'est elles qui sont les plus nocives. La France a été condamnée par l'Union européenne à plusieurs reprises, a été condamnée par le Conseil d'État. La Première ministre a sorti un nouveau plan sur ce sujet, mais je dirais que en réalité, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout, ni sur l'air, ni sur bien d'autres choses, parce que la santé, malheureusement, je vais choquer mes 2 collègues à cette table, n'est pas la priorité. La santé, c'est d'abord ce qui préoccupe le plus les gens avec leur pouvoir d'achat, première observation. Enfin, il y a un lien entre les deux. Si vous n'êtes pas malade, vous améliorez votre pouvoir d'achat, et si vous êtes malade, vous le détériorez. Donc, il y a un lien entre les deux. Mais au-delà de cela, les coûts de la détérioration de l'environnement et de la santé humaine pour la collectivité sont astronomiques. Sauf qu'ils ne sont jamais répertoriés, donc intégrés, et donc c'est 0. Quand on parle pollution, pollution diesel, etc., particules, on pense à la ville. Qu'en est-il dans les campagnes, dans les montagnes? Sommes-nous exposés? On parle par exemple des pollutions de la vallée de l'Arve. Il faut qu'on regarde le climat, parce que le climat a un impact sur la pollution. Après ça, il faut qu'on intègre les pollutions chimiques, qui vont des molécules dont on a parlé, plus les composés organiques volatiles, qui, soit dit en passant, en profitent pour venir par nos voies respiratoires, plus les périodes de pollinisation et plus les périodes d'épidémie bactérienne ou virale. Et donc, il faut mettre tout ça ensemble pour voir émerger ou pas des pathologies. Manque de chance, tous ces facteurs dont je viens de parler, ils sont pathogènes et ils se surajoutent les uns aux autres. Et ça explique pourquoi on a cette augmentation de pathologies lourdes allergiques, et pourquoi des personnes qui n'ont jamais été allergiques de leur vie le deviennent à 50 ou à 60 ans. Ça explique pourquoi. Alors pour revenir sur la question de l'air,
dans les campagnes et en montagne. Dans les campagnes, on a aussi une pollution, et on a pollution aux particules fines, on a une pollution aux oxydes d'azote avec les engrais, par exemple, les engrais azotés. Et dans les montagnes, on l'a vu, en fonction de la circulation et de l'organisation sociétale, il peut y avoir des pollutions très importantes, et surtout aussi en fonction du climat, puisque le climat va impacter la concentration de l'air et des polluants au-dessus des villes, au-dessus des campagnes. Pour le cas particulier des campagnes, je voudrais évoquer aussi que vous nous évoquiez le cas des pesticides. Est-ce qu'on les respire-t-on? Les mangeons-nous d'ailleurs? On y reviendra peut-être plus tard. On les mange, on les boit, on les respire. Les pesticides, qui sont pour la plupart aussi des perturbateurs endocriniens, les pesticides qui modifient le microbiote du sol, qui entraînent quoi? Qui entraînent qu'il y a une désertification des sols, mais aussi des sols qui sont incapables de nourrir correctement les plantes. Et donc on a des plantes in fine de l'agriculture intensive qui sont pauvres nutritionnellement, riches en résidus toxiques. Et dans ces résidus toxiques, naturellement, il y en a beaucoup qui ont un impact sur le système immunitaire et qui vont désorganiser notre équilibre, notre homéostasie, et va laisser apparaître des failles dans notre système de défense. Et ces failles-là se manifestent entre autres par les phénomènes allergiques. Mais ceux dont on parle comme molécules, là, elles sont aussi génératrices de cancer, elles sont aussi génératrices d'éclampsie, d'accouchements prématurés, d'enfants de petit poids à la naissance, etc. On n'a pas encore de toxicologie réglementaire apte à protéger la population ni française ni mondiale. Maître Lepage, justement, j'allais vous interroger au sujet de la réglementation vis-à-vis des pesticides que respire la population générale. C'est un immense champ d'hypocrisie. Nous avons une réglementation communautaire qui est un règlement de 2009, non, une directive, excusez-moi, de 2009, qui du reste est en cours de révision. Qui, sur le papier, est tout à fait sérieuse et qui devrait permettre de protéger la population avec une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier de 2019, qui est très rigoureuse sur les études à prendre en considération et celles à ne pas trop regarder. Je veux parler des études des industriels, sur la manière dont on applique le principe de précaution, sur le sort des coadjuvants par rapport aux principes actifs qui se retrouvent dans les produits mis sur le marché, etc., etc. Le malheur, c'est que la vraie vie est différente, que les évaluations qui sont faites au niveau national ne respectent pas ces obligations communautaires. Et puis, il y a dans cette réglementation des dispositions spécifiques sur les populations qui vivent au voisinage des champs d'épandage. Et c'est très modeste, on est à 10 mètres et à 20 mètres pour les produits cancérigènes qui devraient être interdits. Très franchement, autoriser des produits cancérigènes, mais on se demande sur quelle planète on vit. Donc il y a tout un temps d'adaptation pour revenir à des terres qui auraient des nutriments, qui pourraient faire une agriculture extensive de bonne qualité, à la fois sur les produits et pour la santé humaine, sauf que les investissements qui devraient être faits dans ce sens ne le sont pas. Pour moi, si vous voulez, sur la question des pesticides, on est en train d'avoir le même déni de réalité qu'on a eu sur le climat pendant 30 ans. C'est exactement la même chose. Quand on voit le plan national santé-environnement 4, on a mis l'accent sur l'information, la formation, la sensibilisation du public, mais on ne peut pas tout leur demander. Il faut qu'ensuite, on puisse apporter des compléments par rapport à une réglementation, comme on vient de le dire, qui n'est pas forcément la meilleure possible. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que les dépenses de santé en France, c'est à la fois les dépenses de soins plus la prévention. Grosso modo, les chiffres, je les ai pas tout à fait en tête, mais les dépenses de santé, c'est à peu près 12% du PIB. Et dans ces 12%, on doit avoir 1,9% des 12% qui sont du domaine de la prévention et dans lesquels il y a les vaccins, à juste titre, puisque c'est de la prévention, et aussi parfois des techniques diagnostiques, diagnostic du cancer du sein, de la prostate, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne fait aucune prévention réelle. Et
c'est à l'État de faire les préventions sur les limites de toxicité des produits, sur l'interdiction des produits, etc. Mais que nenni, rien n'est fait pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on voit, parce que là on parle de la pollution et des allergies, mais toutes les pathologies chroniques que l'on appelle pudiquement chroniques sont des pathologies environnementales qui sont dues à l'impact des produits chimiques toxiques sur la santé de la population. Concernant l'environnement intérieur, pourriez-vous nous en dire plus, docteur Schinazi, sur ce qu'on respire qui peut favoriser l'allergie ou ses manifestations hors allergènes, ou si vous souhaitez développer sur les allergènes? Alors, évidemment, on parlait du pollen qui pénètre à l'intérieur. Donc, on est exposé au pollen à l'intérieur. Ce pollen qui s'est modifié avec le temps. Ce pollen qu'on retrouve dans des territoires où il n'était pas auparavant, je pense à l'ambroisie par exemple, qui était bien localisé, qui a commencé à diffuser. Donc ce pollen qui pénètre à l'intérieur, mais aussi des allergènes qu'on produit à l'intérieur. Je citais les acariens, il y a les moisissures liées au problème d'humidité, il y a les animaux domestiques, il y a les blattes. Bref, il y a un certain nombre d'allergènes qu'on retrouve à l'intérieur. Et tout ceci est potentialisé, ces allergènes, potentialisés par des polluants qui soient particulaires, parce qu'on émet aussi des particules à l'intérieur, qui viennent aussi de l'extérieur, mais aussi une pollution chimique intérieure considérable. Les composés organiques volatiles, c'est des centaines de molécules qu'on peut retrouver à l'intérieur et qui sont pour la plupart des irritants. Et donc, la cible qui est la voie respiratoire, l'épithélium respiratoire, lui, il est soumis à la fois aux allergènes, certes, mais il est soumis aussi à des tas de polluants chimiques ou gazeux, des polluants particulaires, qui crée une certaine inflammation et qui aggrave la situation de l'allergie. D'où l'importance de réduire et de maîtriser cette pollution à l'intérieur par la connaissance des sources de pollution et maîtriser ces sources de pollution. Et puis, avec le Covid, on a vu aussi que se sont surajoutées les infections virales ou les infections bactériennes qui viennent encore au même endroit, à la même cible respiratoire, allergènes, polluants, irritants et virus ou bactéries qui agissent tous au même endroit et qui créent finalement une synergie d'action pour aggraver l'état respiratoire de vos patients. Donc on voit bien que la situation est complexe, mais qu'il faut essayer d'agir au sein des différentes sources qu'on retrouve dans l'environnement intérieur. L'environnement intérieur, c'est l'air qu'on respire le maximum, puisqu'on y passe 90% de son temps à l'intérieur. Donc l'air que l'on respire, c'est un air intérieur, c'est un air qui est formé de cocktails de molécules, de particules, de différents facteurs environnementaux. Et donc cet environnement intérieur, il doit être pris en considération. Alors certes, la réglementation a un petit peu évolué, pas pour l'habitat, mais pour les établissements recevant du public, puisque dernièrement, au mois de décembre, sont sortis des nouveaux textes qui sont quand même assez limités, qui demandent de faire un audit sur les sources de pollution intérieure et de faire quelques mesures de polluants ou de mesures de dioxyde de carbone, mais il n'existe pas de réglementation précise sur l'habitat. Moi, je rajouterais simplement que non seulement on n'a pas de réglementation suffisante par produit, mais qu'on n'en a pas pour les cocktails. Et que le vrai sujet, c'est les effets cocktails. Et que là, on est très très loin, hein, très franchement. On est très très loin, et on n'a rien. On a parlé des polluants, des émissions intérieures, extérieures. Le réchauffement climatique a-t-il, qui est la grande thématique environnementale, source de problèmes de santé, a-t-il une influence sur les allergies, le développement Il faut arrêter de dire il y a le problème du climat, puis il y a le problème de la santé, puis il y a le problème de la biodiversité. C'est absurde. C'est un seul problème, c'est le même. C'est le même, c'est celui des conditions du vivant. Voilà. Et quand je dis du vivant, ça inclut donc l'espèce humaine, santé humaine, et les espèces vivantes non humaines, c'est-à-dire tout ce qui concerne la biodiversité. Et ce qui se passe sur la santé et sur la biodiversité impacte sur le climat, et ce qui se passe sur le climat impacte sur la santé et la biodiversité. Donc, de grâce, ne séparons pas les sujets, traitons-les ensemble. Première observation. Et c'est pas une remarque que je fais personnellement, hein. Vous prenez les responsables du GIEC, de l'IPBES, qui est l'équivalent GIEC pour la biodiversité, ils vous disent exactement la même chose. Arrêtons de penser en silo.
Alors, pourquoi est-ce que le dérèglement climatique a va avoir un impact croissant sur la santé humaine? D'abord, parce qu'un certain nombre de zones du monde deviennent inhabitables. Pourquoi inhabitables? Parce qu'on ne peut pas vivre avec plus de 50 degrés et beaucoup d'humidité. On ne transpire plus et on meurt. Voilà, c'est assez simple. Aujourd'hui, ce que nous voyons sur les conséquences en termes pathologiques pour les humains et la biodiversité, c'est les conséquences de la pollution chimique. Les effets du dérèglement climatique, mis à part les périodes de canicule, se sont encore très peu fait sentir. Pourquoi? Parce qu'on a un dérèglement climatique qui a entraîné une hausse de la température planétaire de 1,2 degré, chez nous 1,8 degré quand même. Si vous allez en Arctique, c'est 4 à 5 degrés, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui y vivent. Donc les effets du dérèglement climatique, joints aux ceux de la pollution chimique, sont encore largement sous-produit, j'allais dire, il n'y en a pas beaucoup, et sous-évalué. Lorsque on va arriver à des températures plus importantes, et on en a l'exemple l'été quand il fait plus de 35-40 degrés par exemple, on va avoir les effets cumulés. Et là, je pense qu'on va rentrer dans une autre zone, d'une autre nature. Encore une fois, je suis pas médecin, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais les choses vont être beaucoup plus sévères et on en revient à ce que disait le docteur Skenazy tout à l'heure sur la pollinisation et les effets sur l'asthme, qui sont une petite partie de tout ce que nous allons découvrir. Voilà, donc oui, tous ces sujets sont étroitement liés et il est plus que temps d'agir. Pour conclure, avons-nous encore le temps et comment penser la transition? Alors, on n'a pas le temps. Et deuxièmement, c'est pas une transition. Je m'explique. Pour moi, on est rentré dans une grande transformation. Quand vous parlez de transition, vous dites je suis à un point A, je vais aller à un point B, je connais mon point A, je connais mon point B, et j'ai le temps d'aller de l'un à l'autre. Vous connaissez le point A, vous connaissez pas le point B, vous n'avez pas le temps. Donc on n'est pas en transition. On est dans une grande transformation de tout notre modèle de vie, pas seulement de la vie économique, et de la vie sociale, de notre organisation de société, de notre mode de pensée, de notre mode de production alimentaire et non alimentaire, bien entendu. Donc c'est une grande transformation et qui va se faire très vite. Est-ce qu'on a encore le temps? Non. Est-ce qu'on va y arriver? De toute façon, je dirais qu'on n'a pas le choix. On le doit à nos enfants et à nos petits-enfants. De toute façon, c'est une obligation morale qui devient une obligation juridique, avec ce qu'on appelle le devoir de vigilance, qui s'applique aux entreprises, mais qui s'applique aussi aux États, en réalité. Et donc, je pense que les choses vont changer. Ceci étant, est-ce qu'on est en face d'un TGV, d'un cycliste qui court à côté d'un TGV, ou d'un train très rapide qui court à côté d'un TGV? Ça, c'est l'avenir qui le dira.